Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glaces et je suis ravie de vous retrouver encore nombreux ce soir pour le 6e épisode de notre webinaire à la découverte de la marine. Alors ce soir, nous aurons le plaisir de rencontrer Tiffaine, qui est technicienne aéronautique en spécialité avionique. Mais avant tout ça, je voudrais vous rappeler les petites règles et puis voir si ça marche. N'hésitez pas à m'envoyer un petit bonjour pour me dire que vous êtes là et que tout fonctionne bien pour vous. Bonjour Julien, bonjour Charlotte, bonjour Henri, bonjour Chiara, bonjour Dylan, bonjour Emery, bonjour Hugo, bonjour Erel, bonjour Enzo. Ouh là là, j'y arrive pas, vous êtes trop nombreux. Ravi de vous avoir avec nous et puis ravi de voir que vous êtes toujours aussi fidèles à ce webinaire à la découverte de la marine. Donc moi, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glaces. Pour vous parler de nous rapidement, vous savez que Major Glaces, on est aujourd'hui le premier acteur du mentorat en France. Notre but, c'est quoi? C'est d'assurer l'épanouissement professionnel. Et on s'est rendu compte que pour ça, il fallait d'abord être épanoui. Que pour pouvoir être épanoui, il fallait d'abord être bien orienté. Et donc, comment on fait ça? On remet l'humain au cœur de l'orientation en permettant aux jeunes entre 15 et 30 ans d'échanger avec un réseau de 52 000 professionnels, parmi lesquels de très, très, très nombreux marins. Et donc, du coup, depuis un petit moment, on a cette série de webinaires à la découverte de la marine où on vous fait découvrir plein de profils très, très différents. Et aujourd'hui, vous verrez avec Tiffaine tout à l'heure que vous allez découvrir plein de choses, j'en suis sûre. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler des marins du ciel? Les marins du ciel, ils mettent en œuvre l'ensemble des aéronefs de la Marine nationale. Ce sont 5000 marins qui exercent leur métier avec passion au sein de l'aéronautique navale, qui soient techniciens aéronautiques comme Tiffaine, qui va venir vous partager son métier tout à l'heure, qui soient contrôleurs aériens ou encore pilotes d'avions de chasse. Ensemble, ils assurent le bon fonctionnement des 200 avions et hélicoptères de combat ou de soutien. Qui peuvent être déployés depuis la terre, comme par exemple sur la base de l'aéronautique navale de Hyères où se trouve Tiffaine, ou en mer, que ce soit à bord du porte-avions Charles de Gaulle, par exemple, des porte-hélicoptères ou des différents navires de combat de la marine. Je vous apprends peut-être ça ce soir, mais ils sont 321 chaque année à rejoindre la force d'aéronautique navale, peut-être vous bientôt, dont 56 techniciens aéronautiques, de spé avioniques ou porteurs comme Tiffaine. Et donc, très vite, Tiffaine va me rejoindre, mais juste avant, je voulais vous redonner les règles du jeu, parce que vous savez qu'il y a des règles du jeu, et notamment les questions que vous allez pouvoir poser. Voilà, Andrea vient de vous donner un petit peu les éléments pour poser ces questions. À tout moment, vous pouvez, dans l'onglet questions, poser votre question. Et donc, pour que je puisse après poser ces questions à Tiffaine au mieux, en vous représentant, j'ai besoin que vous me donniez votre prénom, votre âge, votre cursus et votre établissement scolaire. Comme ça, Tiffaine pourra avoir tous les éléments pour vous répondre au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. On va échanger pendant 40-45 minutes avec Tiffaine et après, on prendra l'ensemble de vos questions, en tout cas le plus possible. Donc, n'oubliez pas aussi de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes parce que je commencerai par les questions les plus votées et donc, du coup, comme ça, vous êtes sûr que je réponds aux questions qui vous intéressent le plus. Voilà. Tiffaine, je vais t'inviter à me rejoindre pour venir partager ton parcours avec les jeunes. Alors, je vois que vous êtes encore nombreux à arriver et déjà à échanger entre vous. Bonjour Tiffaine. Bonjour Émilie et bonjour à tous. Tu vas bien? Très bien et toi? Super. Ravie de t'avoir avec nous ce soir et de pouvoir un petit peu présenter ton parcours et d'inspirer les jeunes qui ont hâte d'en savoir plus sur les marins du ciel de manière générale, mais aussi et avant tout sur ton métier de technicienne aéronautique. Peut-être pour commencer, comme c'est un peu la coutume dans ces webinaires à la découverte de la marine, je te propose de nous lancer avec la carte d'identité de notre invité. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ton grade, Tiffaine? Oui, je suis maître. Ton âge? 34 ans. Et d'où es-tu originaire, Tiffaine? Alors, je suis originaire des Hautes-Alpes, mais j'ai vécu un petit peu partout du fait que mon père était militaire. Ok. Et tu es dans la marine depuis quand? Depuis 2007. Ce serait quoi ton meilleur souvenir dans la marine?
Mon meilleur souvenir, c'est justement mon premier embarquement à bord d'une phase dans un détachement d'hélicoptéristes. Et c'était où? Et on est parti en fait en Méditerranée et on a fait escale à Palma de Majorque justement pour ce premier embarquement. Plutôt sympathique, ça fait voyager. Tout à fait. Ta meilleure expérience en équipage? Bah, justement, c'est la vie en détachement. Parce que c'est vraiment, bah, on n'est pas nombreux, on est donc 10 techniciens et enfin quand je faisais justement quand j'étais embarqué à bord des phases, on était 10 techniciens et 4 personnels volants. Donc c'est un petit groupe et finalement ben, c'est une petite famille aussi. Et on va dire le plus gros challenge auquel tu aurais dû faire face? Le plus gros challenge, bah, c'était du fait du Covid. Parce qu'on est passé en fait sur la base de hier en PCA2, c'est-à-dire moitié effectif, pour effectuer le même travail. Et du coup, à cette occasion, c'est là que j'ai pris pour la première fois en fait ben, chef de spé pour m'aborder. Donc c'est vrai que ben, c'est un changement de statut et c'est pas le même travail et voilà, ça change la vision des choses. On va y revenir tout à l'heure et on va voir vraiment la différence entre ton enfin ton premier métier et puis après l'évolution vers chef de spé. Et est-ce qu'il y aurait un livre ou un film préféré qui t'a inspiré pour devenir marin? Non, pas un livre ou un film, mais ma famille. Du Oui, fait justement de mon père qui était dans l'armée de terre, ma mère qui était dans la marine, et ensuite ma sœur. C'est ma sœur qui m'a fait découvrir justement les détachements d'hélicoptéristes à bord des frégates anti-sous-marines. super. Alors justement, on a quelques questions dans l'audience de personnes qui disaient mais c'est quoi un phasme? Question que j'allais te poser. Mais on a des personnes qui ont l'air assez bien renseignées et qui nous disent c'est une frégate anti-sous-marin. Sous-marine, tout à fait. Parfait. Du coup, je te propose peut-être de revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu nous as dit que tu venais d'une famille militaire. Oui. À quel moment tu t'es dit, moi aussi, j'ai envie de rentrer dans la marine? Bah, déjà au collège, ben, par rapport justement à l'expérience de mon père et de ma mère dans l'armée. Et ensuite, donc, quand j'étais au lycée, ma sœur a rejoint la marine nationale. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de découvrir plus spécialement justement l'aéronaval grâce à son regard, même si elle n'a pas une spé aéronaval, elle avait justement le regard sur les détachements et c'est celle qui m'a donné envie justement d'en faire partie. Et du coup, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je vais me lancer et tu as changé tes études, tu as fait quelque chose de particulier pour rentrer dans la marine? Comment ça s'est passé pour toi? Alors au début, en fait, j'avais visé plus haut, j'avais visé donc officier, donc j'avais fait les classes préparatoires. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir mes écoles d'officiers, mais des écoles d'ingénieurs, et c'était pas mon choix. Je voulais vraiment entrer dans l'armée, donc j'ai choisi d'entrer justement par une plus petite porte, mais qui a pas moins d'honneur et de mérite, l'école de Mestrance. D'accord. Donc, avant de rentrer à l'école de Mistrance, tu vas en CIRFA, Oui, tu poses un dossier et tu dis j'ai envie de rentrer dans l'aéronautique. c'est ça, Tu tout avais à fait. déjà une idée claire du métier que tu voulais faire? Je savais déjà que je voulais entrer dans l'aéronaval, ça c'était sûr et certain. Donc après, bah forcément, au CIRFA, j'ai passé des tests pour savoir si j'étais apte justement aux spécialités que j'envisageais. Et donc après, en discutant avec eux, je me suis plus orientée en fait vers la spécialité d'avionique que celle de porteur ou d'armement, qui semblait plus me correspondre et qui au final s'est bien vérifié. Du coup, tu fais Mistrance. Ça dure combien de temps? 4 mois. D'accord. Là, tu apprends quoi à Mistrance? À Mistrance, pardon. Le métier de base de marin, donc être militaire, euh, voilà, ben, forcément, marcher au pas, le respect des grades, apprendre aussi à se défendre avec forcément le maniement du FAMAS. On apprend aussi le métier de marin. Donc, par exemple, des exercices qui semblent basiques, mais par exemple, faire un lance-amarre ou vraiment le métier de base, plus aussi être sécu, parce qu'on doit être capable aussi d'être un pompier léger pour intervenir sur un bâtiment quand on est à bord. Très clair. Et à l'issue de Mistrance, il se passe quoi? Tu dois choisir une spécialité, c'est ça? En fait, on entre déjà à Mestrance avec une spécialité choisie. Mhm. Et donc, quand on a fini Mestrance, on part en école de spécialité. Donc, pour le cas de l'aéronaval, en fait, on va à la BA 721. Donc, c'est l'EFSOA. C'est l'école, en fait, de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, mais qui fait aussi la formation des marins et des militaires de la LAT. Donc, elle est à Saint-Agnan, à côté de Rochefort. Et Mhm. donc, c'est là qu'on va apprendre notre spécialité d'avionique ou de porteur ou justement d'armement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces trois spécialités, juste pour qu'on comprenne en fait ce que ça veut dire? Donc, la dernière spécialité dont tu viens de parler. Oui, alors les armements ou les armanes maintenant, comme la nouvelle spécialité s'appelle,
c'est justement tout ce qui est gestion de l'armement et des systèmes de sauvetage. Donc, par exemple, pour un hélicoptère, c'est poser des torpilles, poser une 12-7. Et pour la chasse, forcément, c'est plus que tout ce qui est bombes et armements plus lourds. Voilà. Ensuite, Après, les tu nous as porteurs. parlé des porteurs. Oui, tout à fait. Donc, les porteurs, ce sont les mécaniciens. Donc, ils vont travailler justement sur tout ce qui est la cellule de l'aéronef, les ensembles de tournants, les moteurs, la voilure. Voilà, ce sont les mécaniciens. Et toi, tu as choisi l'avionique. Qu'est-ce que c'est? L'avionique, donc en gros, on est des électroniciens. Donc, on travaille sur tout ce qui est partie radar, radio, et on travaille aussi sur tout ce qui est système de mission ou les systèmes optionnels. Par exemple, sur le NH90, qui est aujourd'hui l'aéronef sur lequel je travaille, on travaille aussi sur le système sonar. Très bien. Et Et là, le système de navigation aussi. Et là, tu rentres pour 8 mois de formation. C'est un peu plus long maintenant, mais à ton époque, tu m'as dit que c'était 8 mois. C'est ça. 10 mois. 10 mois. 8 mois, d'accord, pardon, 10 mois. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe et qu'est-ce que tu vas apprendre exactement pour pouvoir après être en capacité de faire ton métier de technicienne avionique Alors tout d'abord, ils nous font une remise à niveau, on va dire, sur la base, c'est-à-dire les mathématiques et la physique et l'électronique, qui vont être aussi le cœur de notre métier, parce que forcément, tout le monde n'est pas issu du même parcours scolaire. On n'a pas le même bagage scolaire, donc il faut remettre tout le monde en fait sur le même pied d'égalité. Donc on commence par ça. Après, ils nous expliquent justement les bases de notre métier, donc la base des systèmes de navigation, comment cela fonctionne, les bases du système de pilote automatique, les radios, quelles sont les fréquences, comment on les utilise, à quoi ça sert. Voilà. Après, donc, on a donc, toute une partie théorique et à la fin, on a aussi une partie pratique où ils nous entraînent justement à procéder à une recherche de panne. D'accord. Voilà, donc, donc, on a des anciens avions en fait, qui sont mis à disposition et donc ils nous créent une panne et nous, on doit justement trouver qu'est-ce qui ne marche pas et le remplacer. À la fin de ces 8 mois, enfin de ces 10 mois de cette école de spé, tu as ta première affectation. Avant cette première affectation, il y a le moment du classement où tu choisis justement ton affectation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Et est-ce que tu peux surtout nous expliquer les différents choix qui s'offrent à toi? Tout à fait. Donc, forcément, à la fin de l'école de spécialité, on a des notes, on a une moyenne. Cette moyenne va conditionner donc, notre place dans le classement. Et après, on va en fait à ce qu'on appelle un amphi. Et à cet amphi, on nous propose en fait différentes possibilités d'affectation. Et suivant notre classement, on choisit en premier. Le premier choisit son choix préféré. Le deuxième choisit ensuite, etc. Donc, dans les choix possibles, il y a forcément les hélicoptères, comme moi j'ai choisi. On a aussi tout ce qui est la chasse, qui est basée à Landivisiau. On a la Patmar à Lanbioé. C'est quoi la Patmar? La Patmar, ce sont justement les avions plus lourds, puisque la chasse, on va considérer que c'est des avions plus légers, et la Patmar, justement, ce sont tous les avions plus lourds, comme les ATL-2 ou les Falcon, qui sont basés justement à Lanbioé. Donc après, pour les hélicoptères, on a deux choix possibles, soit l'Enveoc, soit IR. Et après, forcément, on peut être affecté aussi sur le Charles de Gaulle, dans un atelier, ou on peut être aussi affecté sur une des bases de la Marine nationale en tant que personnel à terre. Et toi, ton choix, c'est porté sur quoi? Moi, j'ai choisi la flottille 34F pour les Lynx. Donc, c'est une flottille d'hélicoptères basée à l'Enveoc. Tu y es resté 6 ans, tu m'as dit? C'est ça, tout à fait. Et tu as eu la chance de faire 4 années embarquées. Oui. Tu nous en parles un peu? Alors forcément, avant d'embarquer, il faut quand même un début de formation, parce qu'on sort de l'école de spécialité, mais on ne maîtrise pas du tout la machine sur laquelle on arrive. Donc forcément, j'ai commencé par une année en fait à la piste, où on apprend la mise en œuvre de l'aéronef, c'est-à-dire faire les pleins, les visites journalières, voilà, s'occuper vraiment de la base de l'hélicoptère. Et ensuite, quand j'ai été suffisamment qualifiée sur déjà la mise en œuvre, j'ai eu l'occasion du coup de passer au dépannage, au secteur dépannage, et c'est là qu'on m'a proposé pour la première fois de faire un remplacement justement dans un détachement, car un personnel devait justement faire un stage et donc la place était libre. Et donc c'est là que j'ai réussi à partir pour mon premier mois en mer. Tu nous racontes un petit peu où c'était, dans quel cadre? Mais justement, c'était mon meilleur souvenir, c'était justement quand on était parti à Palma de Majorque. Donc on avait fait un exercice et c'est vrai qu'on avait passé un mois. Voilà, le détachement était super et ça a été une très bonne expérience auprès de personnes qui étaient très qualifiées et qui m'ont beaucoup appris.
après ce mois en mer, tu reviens du coup sur ta base. Oui. Tu repars de suite, tu restes un peu à terre, comment ça se passe? Ben, je reste à terre parce que pour l'instant, je n'ai pas ma place dans un détachement. J'ai fait qu'un remplacement. Donc, je continue en fait ma formation au sein du secteur dépannage. Donc, c'est là que l'on m'apprend justement à connaître les systèmes spécifiques au lynx et justement comment les tester, comment les dépanner et comment effectuer la maintenance dessus parce qu'il y a aussi de la maintenance. Donc, au bout d'une année au dépannage, c'est là que j'ai enfin eu ma place attitrée dans un détachement. Super. Et là, du coup, tu pars où? Là, en fait, moi, j'étais surtout malheureusement abonnée à ce qu'on appelle les créneaux séclantes. Ce sont en fait des patrouilles, on va appeler ça comme ça, donc à bord d'une frégate anti-sous-marine. En fait, on fait de la surveillance et on vérifie qu'aucun sous-marin étranger en fait ne vienne à proximité de nos côtes. Après, j'ai quand même eu la chance de faire une mission vers les États-Unis lors d'un exercice justement avec les Américains. Donc c'est vrai que là, ça a été l'occasion de 2 escales aux États-Unis très intéressantes. Et ma deuxième mission, c'était justement plus dans les pays arabes. Et là, pareil, on a eu l'occasion de faire escale à Abu Dhabi, à Djibouti, de découvrir aussi un peu de l'arrière-pays de Djibouti, parce que c'est pas qu'un port, ou pareil à Abu Dhabi, justement, de découvrir la culture et de visiter un petit peu. Super, ça donne envie en tout cas. Ton job, quand tu es à terre et quand tu es embarqué, c'est le même, c'est pas le même. C'est quoi un petit peu les différences? Alors la différence, c'est que quand on est à terre, il y a beaucoup plus d'hélicoptères, parce que quand j'étais à l'époque à la 34F, on avait 9 hélicoptères en ligne de vol, donc dispo en fait pour effectuer des missions. Donc forcément, la répartition du travail n'est pas la même. Voilà, on peut aller sur une machine pour faire un entretien, après on peut basculer sur une autre pour faire un dépannage. C'est voilà, c'est varié, on n'a jamais vraiment la même machine. Alors que quand on est en détachement, c'est notre machine, on la connaît, et du coup c'est presque une relation différente, on va dire ça comme ça. La suite, c'est quoi? La suite après la transition. Par rapport à ce que tu nous as raconté sur tes différents détachements, il se passe quoi après? À l'issue justement de mon temps à la 34F, donc j'ai choisi d'aller sur base, de prendre un poste à terre. Donc au TPSSO, c'est les travaux particuliers du service soutien opérationnel. C'est en fait un service qui fait on va dire les chantiers un peu spécifiques, soit justement des visites plus longues qui ne peuvent pas être effectuées en flottille, soit justement aller chercher justement un hélicoptère par exemple qui s'est posé malencontreusement dans un champ parce qu'il n'a pas pu rentrer à la base suite à une panne. Et donc, c'est les PSSO qui interviennent sur place pour le dépanner ou pour le ramener justement à la base. Très clair. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que quand tu es sur une flottille, tu es plus opérationnel. Quand tu es dans le TPSSO, c'est plutôt des visites qui sont organisées. Oui, on est le soutien des flottilles. Exactement. Mais tu me disais aussi qu'il y avait parfois la possibilité d'accompagner des hélicoptères en outre-mer pour faire. Oui, il y a tout à aussi fait. des opportunités aussi comme ça qu'on n'imagine peut-être pas réellement. Oui, tout à fait. On envoyait en fait régulièrement des alouettes justement en outre-mer pour remplacer des alouettes qui étaient déjà là-bas depuis quelques temps et qui avaient besoin d'être remplacées. Et donc, on faisait partir une équipe. On pouvait aussi effectuer des visites en fait sur place. Donc, on envoyait pareil une équipe. Mais voilà, ça restait exceptionnel. Notre travail n'est pas vraiment de partir. À ce moment-là, on est plus à terre et le soutien des flottilles qui, elles, partent beaucoup. Et là, tu es resté 4 ans Oui, dans cette affectation-là. tout à fait. Par contre, il faut savoir que voilà, nos affectations classiques, c'est 3 ans. Après, on peut demander en fait une prolongation, mais les affectations, de toute manière, sont des périodes de 3 ans. Et tu me disais qu'il y avait plein de métiers en fait qu'on n'imagine pas et qui sont possibles avec l'aspect avionique. Tout à fait. En fait, on a une spécialité, mais plusieurs métiers. Donc moi, j'ai choisi d'être dans le dépannage, mais justement, à une période, à la 34F, j'ai aussi effectué j'ai été aussi béméniste. Donc c'est la gestion justement de la documentation de l'aéronef et de vérifier que il est conforme aux exigences en fait de circulation dans l'espace aérien. Donc on applique les consignes de l'industriel, etc., etc. On peut être aussi magasinier au sein d'une flottille ou justement dans un environnement plus large comme le CLAE, qui est on va dire le gros magasin d'une base.
Donc, c'est un poste à terre. On reste avionique, ou porteur, ou armement, mais on peut travailler aussi en tant que magasinier. Et on a aussi tout ce qui est donc, le MATMOM. Donc, eux, ils sont chargés. Alors, le MATMOM, c'est l'entretien en fait, du matériel de servitude, c'est-à-dire le matériel qui nous sert à entretenir l'hélicoptère. Les groupes hydrauliques, qui nous permettent justement de mettre de l'hydraulique sur l'avion, les groupes justement d'azote, les vérins de levage, en fait, tout le matériel qui nous sert à effectuer la maintenance ou les dépannages des hélicos. Donc, il y a des techniciens, aussi aéronautiques, qui se chargent de leur entretien. Et ouais, vas-y. Non, vas-y. Et après, il y a aussi une autre possibilité, c'est de passer un certificat. Donc, c'est le certificat des plongeurs hélicoptères de bord, enfin les plongeurs hélicoptères, pardon. Et justement, ça permet à un technicien aéronautique d'être plongeur, c'est-à-dire qu'il peut aller aussi sauver des vies, parce qu'une des missions des hélicoptères, justement, comme le NH90, c'est aussi de faire du sauvetage en mer, parce qu'on a la capacité mécanique de le faire. Et donc, ces plongeurs vont à bord des hélicoptères et vont secourir les personnes qui sont en danger en mer. Donc, c'est assez incroyable, en fait. On a toujours la possibilité d'évoluer pour aller vers de nouveaux métiers. Et même au départ, quand on choisit cette spécialité, et ça ouvre sur énormément de voies et énormément de métiers possibles qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait, les uns avec les autres et qui permettent, en fait, un peu de répondre à tous les goûts et de proposer plein d'opportunités différentes. C'est ça. Et même si tout le monde, en fait, sert aussi à l'entretien finalement des hélicoptères, parce que sans le magasin, on ne peut pas avoir les pièces, sans le MATMOM, on ne peut pas effectuer la maintenance. Donc tout le monde, en fait, justement, est là pour assurer le maintien en activité des hélicos ou autres. Et à l'issue de ces 4 années au TPSSO, il se passe quoi? Alors là, comme j'avais changé de statut, j'étais allée, pendant mes années au TPSSO, j'étais allée au brevet supérieur, donc le BS, donc qui se passe aussi à Rochefort et qui dure maintenant 4 semaines, contrairement aux 9 mois d'avant. Donc l'EBS, c'est le brevet supérieur qui te permet en fait, donc c'est le changement de grade dont tu parlais tout à l'heure. Alors, c'est pas un changement de grade, c'est un changement de statut. C'est un changement de statut. On devient chef d'équipe, en fait. Donc, c'est un changement de statut qui te permet de devenir chef d'équipe. Tout à fait. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Donc, c'est 4 semaines de formation au même endroit que ton école de spé. Donc, tu retournes là-bas et tu reviens et tu es à la tête d'une équipe. Alors, pas tout de suite. Forcément, il faut le temps aussi de prendre une place, il faut se faire former, puisque maintenant, ça ne dure que 4 semaines. Donc, on se forme aussi sur le tas. Mais j'avais déjà eu l'occasion, en fait, le TPSSO m'a donné l'occasion, grâce à la confiance de mes chefs, de prendre en fait chef de visite sur justement une visite d'importance sur le NH90. Et ça m'a donné justement un premier aperçu de mes nouvelles fonctions et de mon nouveau statut surtout. Et quand tu dis que tu es chef d'équipe, tu es chef d'une équipe de combien de personnes? Alors sur une visite, j'étais chef d'équipe de 8 personnes. Et maintenant, à la Flottille 31F, où je suis chef de spécialité, je travaille avec 36 personnes sous mes ordres. D'accord. Donc, toujours au TPSSO, tu passes ton BS. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Mais après, en fait, tu quittes cette affectation pour une nouvelle affectation. Oui. Tu nous en dis un petit peu plus sur cette nouvelle affectation? Voilà, donc du coup, la marine m'a demandé d'aller justement sur la base de Hyères et donc justement de rejoindre la flottille 31F des NH90. Et donc quand je suis arrivée, forcément, il a fallu que je finisse ma formation et seulement 3 ans après, voilà, je prends chef de spécialité après avoir fait mes preuves. Et du coup, tu y es depuis quand et comment ça se passe? Donc je suis arrivée en 2018 à la flottille 31F et ça se passerait bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple des missions que tu réalises aujourd'hui en tant que chef de spé? En fait, j'organise le travail, je fais en sorte de suivre aussi la formation des techniciens qui sont sous mes ordres pour être sûr que tout le monde évolue dans le bon sens. Parce que le but, forcément, c'est que tout le monde à la fin soit formé et soit apte justement à partir en détachement s'il le souhaite. Et du coup, si tu devais nous décrire une journée type, même si j'imagine qu'il n'y a peut-être pas des journées réellement type, tu nous dirais quoi à la fois sur ton premier métier, enfin ton métier avant ton changement de statut et sur ton métier aujourd'hui, si on prend une journée type dans chacun des deux métiers?
Alors, une journée type en tant que technicien avionique, c'est justement, donc voilà, on arrive au bureau. Le chef de secteur nous dit justement ce qui s'est passé dans la nuit, et parce que forcément, les hélicoptères volent quand même la nuit, donc il y a une équipe de service. Donc, il faut savoir dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils sont prêts à revoler ou est-ce qu'il faut justement faire la maintenance ou faire des dépannages. Donc, dans ces cas-là, on est répartis. Donc, on va sur notre chantier, on effectue la tâche qu'on nous a demandée. Après, on vient donc rendre compte effectivement que pour nous, notre partie, c'est terminé. On va pouvoir justement lancer avec la piste les visites journalières de manière à remettre l'hélicoptère disponible pour les vols. Et voilà, la journée s'enchaîne en fonction des vols, des pannes, qu'est-ce qui s'est passé. Préparer aussi le matériel pour les changements de configuration, c'est-à-dire que par exemple pour le NH90 sur lequel je travaille actuellement, c'est un hélicoptère multimission, donc on peut mettre différentes choses à l'intérieur. Et donc c'est les avioniques surtout qui sont en charge justement de ces changements de mission, parce que ce sont nos systèmes. Par exemple le système sonar, que l'on peut monter ou démonter suivant les versions, enfin les configurations que les pilotes souhaitent. Parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que ce rôle-là, il est avant tout de s'assurer en fait que le matériel est, enfin, les hélicoptères en tout cas sont en très bon état et permettent d'assurer la sécurité des pilotes qui vont les piloter derrière. Des pilotes aussi et des populations que l'on survole. Tout à fait. Et le but, c'est d'assurer les missions que l'on nous confie. Donc forcément, assurer la mission, c'est-à-dire effectivement décoller, mais faire revenir l'équipage et qu'il ait pu assurer la mission qui s'était fixée. Et si on prend ton poste actuel et qu'on refait la journée type, du coup, comment ça marche? Alors, ça commence justement par la prise d'information. Donc, on regarde la passation justement de l'équipe du soir qui nous a dit comment étaient les hélicos, si c'est produit des problèmes. On regarde la feuille des vols pour savoir qu'est-ce qui va être prévu aujourd'hui. Et après, donc, on a un briefing technicien, donc avec justement nos chefs du service technicien qui sont 2 officiers, donc les CST. Et là, donc, on va dérouler justement la journée pour voir qu'est-ce qui va se produire, faire un point aussi sur les machines, enfin les hélicoptères qui sont en mer, savoir s'ils ont besoin de notre aide pour du matériel ou autre. Et après, donc, on redescend dans le hangar et c'est là que justement on répartit le travail dans les équipes. Très clair. C'est quoi la suite logique de ta carrière? Alors là, pour l'instant, je suis chef de secteur, donc chef de spécialité avionique. Après, il y a plusieurs possibilités. Soit je décide justement de rester dans une flottille et je peux évoluer donc en tant que contrôleur externe. C'est eux qui passent en fait derrière les techniciens, s'assurer pour les opérations, on va dire critiques, comme par exemple des opérations sur les ensembles tournants qui sont nécessaires au vol ou sur des équipements de sauvetage. Ils vont s'assurer que les techniciens ont fait correctement leur travail. C'est un deuxième regard. Et ensuite, c'est une autre possibilité quand je serai un peu plus qualifiée et avec un peu plus d'expérience encore, c'est le chef de maintenance. C'est justement lui qui gère justement toute l'organisation de la journée, suivant en fait ce que lui demande la partie opérationnelle, les personnels volants. Lui, il gère justement la planification de la maintenance et des dépannages en fonction des besoins. Très clair. C'est quoi que tu préfères dans ton job? Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et c'est quoi le plus dur? Le plus dur, justement, c'est d'apprendre tous les jours, parce que finalement, voilà, là actuellement, je suis sur un NH90, mais avant j'ai fait du lynx, donc finalement, c'est un métier où on apprend tout le temps. Mais voilà, faut pas hésiter à se remettre en cause et apprendre des fois de plus jeunes, qui ont peut-être plus d'expérience à ce moment-là aussi que nous. Voilà, c'est un petit peu le challenge de tous les jours, c'est voilà, apprendre. Et est-ce que tu peux nous aider à imaginer ce que tu vis en fait? Est-ce que tu peux, je sais pas moi, nous raconter une anecdote, une panne particulière à laquelle sur laquelle tu as dû intervenir, quelque chose de particulier qui va mettre un peu de contexte et qui va permettre à tous les jeunes qui sont là et qui t'écoutent avec beaucoup d'intérêt de rentrer vraiment dans ton quotidien et de s'imaginer une situation à laquelle tu as dû faire face. Il y a quelques mois, on a effectué en fait un exercice d'entraînement justement à la lutte anti-sous-marine. Donc c'est un exercice qu'on considère majeur parce qu'il y a énormément de participants. Il y a nous, il y a les bâtiments aussi de surface, mais il y a aussi les sous-marins. Et donc forcément, c'est un week-end où j'étais de service, donc j'étais adjoint tech, donc chef des techniciens du soir. Et là, voilà, on commence les vols. Au début, tout se passe bien. Et au final, au fur et à mesure, les différents hélicos qu'on avait alignés pour faire justement cette mission CASEX qu'on appelle,
Et ben voilà, il tombait en panne. Donc on allait dans une machine, on cherchait la panne, il fallait dépanner rapidement pour qu'ils puissent rejoindre les autres. Et en fait, on n'a pas eu de chance, c'est que tout s'est enchaîné et à chaque fois qu'on en réparait une, il y en avait une autre qui tombait en panne. Et ouais, c'était un très long week-end, mais très intéressant aussi. Et où tout le monde vraiment a bien, même les mécanos nous ont donné un coup de main parce que forcément, ben là, c'était les pannes avioniques. Mais voilà, tout le monde nous a aidés justement à transporter le matériel pour dépanner au plus rapide. Donc non, franchement, c'était un week-end intense, mais un très bon week-end. C'est ça aussi l'esprit d'équipage, en fait, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Super. Il y a encore plein de choses à dire, mais je vois qu'on a plein de questions aussi côté jeunes. Donc, je propose peut-être de nous lancer dans les questions, même si je vois que beaucoup de personnes ne m'ont pas trop donné d'éléments pour que je puisse les présenter. Mais c'est pas grave, je vais commencer avec Morgane. Alors, je ne sais pas exactement ce que fait Morgane. Elle demande si tu peux réexpliquer quelles sont les principales différences entre la spécialité maintenance aéronautique porteur et avionique. Alors, les porteurs, ce sont les mécaniciens. Donc voilà, ils vont avoir, on va dire, plus les mains dans le cambouis. Voilà, ils vont aller réparer les moteurs, les trains d'atterrissage, justement entretenir la cellule. Voilà, c'est vraiment, voilà, pour nous sur l'hélicoptère, c'est les pales. C'est vraiment de la mécanique pure. Après, nous, les avioniques, on est plus basé en fait sur de l'électronique. Donc, en fait, des boîtes, ce sont des calculateurs qui sont justement là pour gérer tous les systèmes de vol de l'hélicoptère. Donc, système de navigation, système radio, système radar, système du pilote automatique aussi. Et nous, on est là en fait justement pour gérer toutes ces parties-là. Donc, c'est plus un travail d'électronicien finalement. Et les deux sont nécessaires pour s'assurer en fait que l'hélicoptère fonctionne bien, il va pouvoir assurer sa mission, on est d'accord? C'est ça. Les mécaniciens permettent qu'ils volent et nous, on permet d'exécuter la mission. Je pense que maintenant, c'est super clair. On a une question d'Aro qui a 20 ans et qui est en deuxième année de licence à l'ISCAM et qui demande en fait quelles sont les compétences techniques nécessaires pour pouvoir exercer ton métier. Et je vais aller plus loin. Est-ce que tu avais ces compétences avant de rentrer dans la marine ou justement non, c'était aussi ça le but de ta formation que tu as reçue et tout a été donné au fur et à mesure? Tout à fait. Là, ce qui est très bien fait justement dans la Marine nationale et justement dans l'aéronaval, c'est qu'on nous forme complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort avec un bac pro ou avec un bac qui n'avait pas forcément de rapport avec l'aéronautique peut très bien s'en sortir parce que justement, à Rochefort, on nous réexplique tout, on nous apprend tout. C'est pour ça que justement, on part de zéro, donc sur une base de mathématiques et d'électricité et d'électronique, pour remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc voilà, avec un bac, ça se fait très bien. Et donc, tout nous est appris au fur et à mesure de notre carrière. Donc, comme tu le disais, toi, tu avais fait des classes prépa, mais il y avait potentiellement des gens qui avaient un bac général, voire d'autres qui avaient un bac pro. Et finalement, quelle que soit votre formation de départ, vous repartez de zéro. Et la Marine nationale, d'abord à Mestrance pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et après dans l'école de spé, vont vous donner tous les éléments pour justement j'imagine que tu n'avais pas forcément d'idée de comment ça fonctionnait avant de commencer. Tu n'avais jamais travaillé, j'imagine, sur un hélicoptère. C'était tout nouveau pour toi, on est d'accord? Je les avais juste admirés, mais je n'avais jamais travaillé dessus. Et voilà, il n'y a pas de souci. La marine nous forme pour tout. Alors, Julien, qui a 20 ans et qui fait une licence sciences pour l'ingénieur, demande si tu as déjà travaillé sur des aéronefs de l'armée américaine ou d'une autre armée. Non, que sur les aéronefs justement de la France. Ok. Une autre question, c'est de savoir quelles sont les étapes de recrutement pour devenir technicien aéro. Alors, on me dit aéronaval, mais moi je crois que c'est aéronautique. Oui. Voilà, je confirme. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait comment ça s'est passé le recrutement? Donc, quand tu as été en CIRFA, déposer ton dossier pour dire j'ai envie de devenir technicienne aéronautique, tu peux nous rappeler un petit peu les épreuves et les étapes de ton recrutement? Alors déjà, pour faire donc l'école de Mestrance que j'ai fait, il faut quand même arriver avec un bac. Sinon, il y a une autre possibilité, en fait, c'est ce qu'on appelle les momentai. En fait, eux, ils peuvent arriver justement sans bac, et au fur et à mesure, en fait, on les forme, et après seulement, ils vont au BAT à Rochefort faire ce que nous, on a fait
en fin de compte, à la sortie de Mestrance. Donc, quand je suis arrivée au CIRFA, donc j'avais déjà une petite idée, mais ils font quand même des tests. Donc, il y avait des maths, de la physique, du français, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ça fait trop longtemps. Mais voilà, c'était pas insurmontable, mais ça permettait de savoir quand même si je serais en grande difficulté après pour la suite ou si ça allait. Après, ils demandent pas, c'est pas un gros niveau avec un bac, ça le fait très bien. Et même les Momentae, finalement, même s'ils arrivent sans bac et qu'ils ont peut-être plus de lacunes sur les matières de base, finalement, pendant leur formation, il va être, enfin, pendant qu'ils sont avec nous, il va leur être proposé les aides. Donc, pour justement rejoindre le niveau et après partir sur un BAT à Rochefort plus tranquille. Il y a aussi des épreuves qui sont des épreuves physiques. Oui, tout à fait. Alors, au tout début, il n'y en a pas. On nous demandait juste à l'époque une attestation comme quoi on savait nager 100 mètres. Voilà, on est quand même dans la marine nationale, on peut aller sur des bateaux, il est quand même nécessaire de savoir nager. Après, c'est pareil, il y en a certains qui ne savaient pas nager, qui ont appris pendant qu'on était à Mestrance. Ça, Parfait. c'était possible aussi. Et par contre, effectivement, après, chaque année, comme tout militaire, on a les épreuves de sport annuelles, donc de la course à pied, des pompes et de la natation. Il y a Charlotte qui fait un bac pro MEI en partenariat avec la Marine nationale, qui demande si les interventions sont différentes, que ce soit à terre ou en mer. Alors, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais elle précise en disant est-ce que c'est plus difficile en mer parce qu'on a moins de moyens? Alors, c'est pas forcément moins de moyens, mais c'est vrai que ils sont isolés. Après, ils ont le matériel à bord. De toute façon, les détachements partent avec ce qu'on appelle un lot d'autonomie. Donc, ils ont quand même du matériel. Et s'il leur en manque, nous, on leur envoie en fait justement aux différentes escales qu'ils peuvent faire. Après, plus difficile, ça serait pas forcément par le manque de moyens, mais surtout aussi par les conditions. Là, on est à terre, ça ne bouge pas. Quand on est en mer, certaines opérations peuvent prendre plus de temps, pas forcément être plus difficiles en soi, mais prendre plus de temps. Parce qu'il faut prendre en compte que le bateau bouge. Alors, il y a Françoise qui pose une question, mais je vais avoir besoin de ton aide parce que je ne suis pas calée pour tout comprendre. Elle demande si on peut devenir Pentac, P-E-N-A-C, ouais. Ouais. Après avoir exercé en tant que technicien avionique. Bien sûr, tout à fait. Après, il s'agit de passer les épreuves, mais tout est possible. Après, je la laisse se tourner plus vers les chargés recrutement. On va lui apporter je ne pourrais pas une le dire en réponse. détail. Mais voilà, tout est possible, effectivement. On peut devenir Pentac sans problème. Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est Pentac pour les gens qui, comme moi, l'ignorent? Alors, c'est un personnel navigant tactique, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et par contre, forcément, il faut être apte physiquement parce que forcément, être personnel volant demande aussi d'avoir, par exemple, des bons yeux, un bon dos, voilà, une condition physique quand même assez complète. Françoise, on revient vers toi demain avec le service de recrutement de la marine. On va préparer quelques réponses pour les questions sur lesquelles c'est un peu pointilleux et très spécifique. Et donc, tu pourras sur mon compte LinkedIn avec le replay de l'événement avoir la réponse. Alors, on a Dylan qui a 22 ans et qui fait un bac S sélection et OPAN. Et il dit qu'en cas d'échec, il envisage d'intégrer Mestrance en tant que personnel navigant tactique. On y revient. Vous qui êtes allé, est-ce que le fait que j'ai quitté l'école il y a plusieurs années peut être préjudiciable? Est-ce que mon âge pourrait jouer? 22 ans. Alors, pour 22 ans, je crois qu'il n'y a pas de problème, mais il vaudrait mieux revérifier. On va vérifier aussi. Les textes évoluent, mais pour moi, 22 ans, c'est bon. Après plusieurs années, non, je pense pas que ça. Enfin, ils nous accompagnent vraiment très bien. À ce niveau-là, c'est voilà, va peut-être falloir que les souvenirs reviennent tranquillement. Mais voilà, c'est pour ça que justement, ils nous expliquent tout. Mais non, ça sera pas. C'est pas insurmontable. Après, par contre, faut se donner les moyens aussi. C'est toujours pareil. Je ne sais pas si tu peux répondre, mais on nous demande si tu peux expliquer comment se déroule le BAT et si c'est difficile. Alors, le BAT, justement, c'est l'école de spécialité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc pour le niveau donc, brevet d'aptitude technique. Moi, à l'époque, voilà, c'était en 10 mois. Maintenant, c'est 14 mois, si ça peut encore changer. Mais normalement, c'était 14 mois dans mes dernières informations.
Donc voilà, on commence justement par une formation générale, donc comme je disais tout à l'heure, les maths, l'électronique, l'électricité. Après, on va nous expliquer en fait comment fonctionnent les différents systèmes qui sont de notre ressort, donc les systèmes radio, les systèmes radar, les systèmes sonars, le pilote automatique. Voilà, ils vont tout nous expliquer en fait de A à Z comment ça fonctionne. Donc après, il suffit de suivre les cours correctement, de réviser quand même un petit peu en chambre, puisque forcément, on est en internat. Hein. Et non, ça se passe très bien. Eh bien, c'est bien parce que tu réponds aussi par la même occasion à la question de Morgane, qui a 17 ans et qui est en première STI2D au lycée de l'Elorn et qui, elle aussi, a envie de s'engager à Mestrance dans la maintenance aéronautique. Et elle se demandait si elle avait ses chances et comment ça se déroulait. Donc, tu viens un petit peu d'expliquer, donc c'est super. Et elle demande si on est souvent embarqué quand on est dans l'aéronautique. Alors, ce qui est bien dans l'aéronautique, c'est que l'on peut choisir finalement ce qu'on fait. On est maître de sa carrière, c'est-à-dire qu'on peut choisir effectivement en début de carrière parce qu'on a envie de bouger, on a envie de voir du pays, on a envie d'en profiter un maximum, de choisir les flottilles justement qui embarquent un maximum. Mais après, on peut choisir tout à fait des postes à terre, des postes en base, comme moi j'ai fait pour les TPSSO, mais il y a plein d'autres choix. Il y a les ateliers qui sont aussi en base, donc à terre. Il y a justement ce que je disais tout à l'heure, le CELAE, le gros magasin de la base. Voilà, on allait aussi, le MATMOM, on l'a aussi au niveau base, donc c'est vraiment possible d'être à terre. Et voilà, il y a toujours possibilité d'évoluer si justement notre vie personnelle évolue aussi. On a Chiara d'un lycée italien qui nous pose 2 questions. Donc la première qui a été bien votée et que je vois, la deuxième que je prendrai peut-être un peu plus tard. C'est quoi l'autre poste qui t'aurait fait particulièrement rêver au sein de la Marine nationale? Moi, j'ai eu la 34F Lynx et celui qui était juste avant moi, donc qui était major de promo, donc moi j'étais deuxième, il a pris justement la 35F et c'est vrai que ça m'aurait aussi assez plu, ainsi que si elle avait été proposée la 36F. La 36F, c'est une flottille qui embarque beaucoup. Ce sont en fait les hélicoptères Panther qui y sont. Et c'est pareil, ce sont des missions assez intéressantes et c'est vrai qu'ils voient aussi pas mal de pays. Donc c'est vrai que ça aurait été peut-être les 2 flottilles que j'aurais aussi appréciées. Alors, je précise que la question de Chiara, c'était plutôt au-delà des techniciennes aéronautiques. Ah, est-ce qu'il y a un autre métier qui te faisait rêver dans la Marine nationale? Après, c'est vrai que j'étais très portée vers l'aéro. Donc, après, il y a énormément de métiers passionnants. Donc, par exemple, ma sœur qui a pris la spécialité de DASM, donc sur des bâtiments de surface. Donc, c'est les détecteurs anti-sous-marins. Donc, c'est vrai que c'est vraiment aussi un travail qui est très intéressant. Après, je pense que de toute façon, quasiment tous les métiers de la marine sont intéressants à ce niveau-là. Il y a du choix pour tout le monde et pour tous les caractères. Super. Alors, je pense que tu ne vas pas pouvoir répondre à la question de Morgane, donc on va y répondre demain sur mon compte LinkedIn avec le service de recrutement de la Marine. Je pose quand même la question de Morgane, parce que j'ai promis de suivre l'ordre des likes. Elle nous dit quelle est la taille minimum requise pour faire plongeur hélicoptère? J'imagine que tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas, à savoir qu'il y a désormais une femme plongeur hélicoptère, et j'espère bientôt d'autres, et que je salue d'ailleurs parce que voilà, je l'ai côtoyée, j'ai eu la chance de la côtoyer, et elle a fait preuve d'énormément de volonté justement pour être la première femme PLH. Super, ça fait rêver. Et pourtant, elle n'est pas très grande. Une question de Perrine, et là pareil, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Qui a 18 ans, qui est en terminale au lycée français international en Colombie. Donc, si tu nous regardes depuis la Colombie, on te dit bonjour. Elle nous dit qu'elle est intéressée par la Marine nationale, mais également par la politique environnementale. Est-ce que tu sais si ce domaine est traité au sein de la Marine nationale? Honnêtement, je ne pourrais pas répondre. Il n'y a pas de problème. On répond demain, encore une fois, sur mon compte. Il y a Françoise qui nous précise qu'elle a fait une PMM marine et qu'elle est réserviste. Et elle demande si ça peut être un plus pour être amie à Mestrance.
Pareil. Honnêtement, il faut mieux demander au recruteur. Je suis pas sûre Exactement. que- Après, c'est par contre, ça lui permet d'avoir une première impression et savoir si vraiment ça peut lui plaire. C'est l'avantage des PMM, justement, et d'être réserviste. Génial. Alors, on a Abdallah qui nous pose une question à laquelle je vais pouvoir répondre. Donc, je réponds à ta place, Tiffaine. Il nous dit qu'il est intéressé par la Marine nationale, mais il voulait savoir s'il fallait avoir la nationalité française pour pouvoir entrer dans la Marine et quelles sont les procédures pour les étrangers. Mais je suis désolée, Abdallah, en effet, il est nécessaire d'avoir la nationalité française pour être recruté au sein de la Marine nationale. Donc, là, je crois que j'ai pu répondre. Charlotte, qui avait une deuxième question tout à l'heure et voilà, je la trouvais pas. Elle demande si tu as eu beaucoup de responsabilités à la fin de Mestrance et à la fin du BAT quand tu es arrivé dans ton affectation. Non, honnêtement, on est sur une période de formation surtout, parce que après c'est différent sur un bâtiment de surface dans une spé voilà, plus mer que dans l'aéronaval. Mais dans l'aéronaval, en fait, on a tellement à apprendre quand on sort de l'école de BAT que finalement, non. Parce que c'est des fois, c'est des quartiers maîtres qui vont nous faire notre formation justement, parce qu'ils ont l'ancienneté justement sur l'aéronef. Et à ce titre-là, non, les premières années, pas beaucoup de responsabilités, non. Justement, apprendre. Après, je vois qu'on a plein de questions qui sont vraiment très spécifiques recrutement, donc je vais les passer parce que Tiffen ne va pas pouvoir directement vous répondre, mais demain, vous aurez la réponse sur mon compte. Donc, on va vraiment travailler avec le service de recrutement de la Marine. Alors, du coup, on a une question. Est-ce qu'il y a des risques dans ton métier et des erreurs? Enfin, alors j'essaye de voir, est-ce qu'il y a des risques qu'on pourrait avoir avec votre métier ou des erreurs s'il y en avait? Donc, j'imagine, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter particulièrement ou des choses importantes que tu apprends justement et voilà. Alors, on apprend à faire justement les choses dans l'ordre et d'être organisé. Parce que forcément, donc on va sur un aéronef avec des outils, on fait notre travail, mais il faut après ranger notre zone de travail. Forcément, ne pas laisser un outil dans l'aéronef, ça serait un peu embêtant. Ça pourrait occasionner justement un accident. Donc, on nous demande voilà, d'être assez ordonné et d'être consciencieux sur notre poste de travail. Après, des risques, après, comme tout métier, de toute façon, il y a des risques pour lesquels on suit des formations justement chaque année pour bien nous les remettre en tête, pour les éviter. Donc, on travaille sur des hélicoptères, on monte sur les hélicoptères qui sont plus ou moins hauts. Donc, on a des matériels justement pour monter, donc des harnais qui nous servent à éviter, enfin, à prévenir les risques de chute. Mais voilà, après, voilà, ça reste un. Même si je suis avionique, on va dire grossièrement, ça reste un travail de mécanicien. Donc, il y a toujours un petit risque physique, mais qu'on nous apprend aussi à reconnaître et à éviter. Il y a. Je suis désolée, les questions bougent beaucoup. Il y a Haro qui demande, quand on exerce ton métier, est-ce qu'on a un bon équilibre de vie pro et perso? Oui, tout est possible. Après, forcément, voilà, c'est quand on choisit une flottille embarquée et qu'on choisit d'être en détachement, on bouge plus. Donc, il faut que, si on a déjà une famille, que la famille en soit consciente, de bien l'avertir, de bien lui expliquer. Mais après, c'est tout à fait possible. Voilà, moi, j'ai eu une petite fille il y a 1 an et demi. C'est tout à fait faisable et d'avoir voilà, une vie de famille, une vie personnelle épanouie. Après, ça, voilà, si jamais on voit que justement, côté personnel, on ne peut plus assurer d'être en détachement, on peut choisir tout à fait un poste à terre. On pose une question là qui est intéressante. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière qui t'a particulièrement servi et que tu pourrais partager avec des jeunes qui sont justement là pour t'écouter? Un conseil, alors là, on en a donné de toute façon, mais ça c'est sûr. Mais il n'y en a pas un qui ressort plus que les autres. Non, de toujours être concentré quand je fais mon travail et justement d'éviter de m'interrompre. Voilà, faut voilà, aller au bout de la chose que l'on fait et après voilà, on peut aller prendre un café et se détendre, mais toujours finir la tâche qu'on en a commencé. Il y a une question aussi qui est intéressante. Est-ce qu'on exerce ton métier de la même manière quand on est une femme
Et est-ce que ça a été plus difficile pour toi parce que tu étais une femme? Alors, je pense pas en soi que ça a été beaucoup plus difficile pour moi parce que j'étais une femme. Après, j'ai côtoyé des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des réserves parce que c'est vrai que quand je suis entrée dans la marine, ça faisait quelque temps que les bateaux étaient féminisés pour les détachements, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de femmes sur les détachements, mais il y en avait eu quelques-unes avant moi. Et voilà, ils avaient des doutes et finalement, voilà, on est là pour faire un travail, ça c'est sûr. On est là pour faire le même travail que les hommes. Donc voilà, c'est juste en être consciente. Après, du moment qu'on est consciente qu'on est là pour faire le même travail et que on n'essaye pas d'avoir des passe droits, tout se passe très bien. Très clair. Alors, je me balade dans les questions. Il y a Julien qui demande quels sont les équipements que vous avez à votre disposition pour mener à bien votre mission. Est-ce que vous utilisez des logiciels? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers, enfin sans rentrer trop dans les détails, mais qui t'aident justement à remplir ton rôle au quotidien? Ah oui, bien sûr. De toute façon, on a des bancs de test. Donc, l'on peut brancher en fait sur l'hélicoptère et qui nous permettent de le tester en fait de manière plus approfondie que ce qu'on peut faire juste sur lui seul. On a plein, oui, on a pas mal de matériel qui sont fournis soit par la marine, soit directement par l'industriel. Par exemple, en fait, pour le NH90, c'est Airbus qui nous donne, en fait, la marine a acheté la plupart du matériel qui nous sert à l'entretien du NH90. D'accord. Et ce matériel, c'est justement à l'école et dans ta formation que tu apprends à t'en servir. Alors, certains, oui, qui sont communs à tout le monde, mais il y a des matériels en fait qui sont spécifiques à l'aéronef sur lequel on travaille. Donc celui-là, on le voit en fait en affectation directement quand on arrive et aussi pendant la formation, parce que forcément, quand on arrive dans une nouvelle flottille où on ne connaît pas l'aéronef, on va effectuer des formations aussi théoriques qui vont. Il n'y aura pas que de la formation en fait sur le tas. Et c'est là qu'on verra, et on aura déjà une première présentation, et après, au fur et à mesure des opérations que l'on va effectuer, on découvrira les différents matériels. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu as réalisé ton métier? C'est-à-dire, en fait, à quoi tu t'attendais? Quel est l'élément auquel tu t'attendais justement pas entre avant, quand tu t'es dit, OK, je vais rentrer en formation pour faire ce métier, et aujourd'hui, quand tu l'exerces? Après, c'est un peu particulier parce que grâce à ma sœur, en fait, j'avais déjà une bonne vision en fait du métier d'hélicoptériste. Donc, c'est un peu dur d'y répondre. Après, ce auquel je m'attendais pas. C'est vrai que je pensais pas qu'en fait on avait autant de possibilités en fait. C'est vrai qu'elle m'avait parlé des détachements, mais je ne savais pas qu'il y avait tous ces petits métiers en fait qui découlent de notre spécialité et que l'on peut faire. Et du coup, voilà, si quelqu'un n'est pas finalement très à l'aise avec la partie technique pure, dépannage, il peut tout à fait évoluer vers un poste plus entre guillemets de bureau, comme justement les magasins ou les BMNistes. Voilà, c'est en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de possibilités au sein d'une même spécialité. Et je t'avoue que nous non plus. C'est quelque chose qu'on a découvert grâce à toi. Et je pense que je m'excuse par avance que je ne peux pas prendre toutes les questions, donc je pense que ce sera la dernière. Est-ce qu'il y a des changements? Et ma question, j'imagine que c'est oui, et ma question après, ça sera lesquels, que tu as constaté sur toi et peut-être même tes collègues entre le tout début où vous rentriez dans la marine et aujourd'hui? Comment ça vous a changé justement de devenir marin et de faire le métier que vous faites? On a appris à être autonome et débrouillard. Voilà. Parce que c'est vrai que même si on a pas mal de moyens, il y a toujours le cas où qu'on n'avait pas prévu. Et là, faut essayer de trouver une solution. Et c'est vrai que ça permet d'apprendre à être autonome et débrouillard. Et c'était différentes expériences, c'était différentes missions, tes différents embarquements aussi qui, au fur et à mesure, justement, t'aident dans tout ça à devenir de plus en plus. Oui, tout à fait. Voilà, déjà par l'expérience personnelle et puis même en côtoyant les autres qui tous ont eu voilà, un parcours différent, c'est là qu'on apprend justement le plus. Alors, comme tu as été un peu rapide dans ta question, j'ai encore la place pour une question de plus. Alors, la question, elle n'est pas facile. Et donc, du coup, je m'excuse de te la poser d'avance parce que je ne sais pas, tu vas être assez embarrassée, j'imagine, pour y répondre par rapport à tes collègues.
Mais c'est parmi toutes les bases auxquelles tu as été affectée, laquelle est ta préférée et pourquoi? Forcément. J'avoue que j'ai une petite préférence pour l'envéoc, mais parce que tout simplement, c'est là que j'ai commencé. Parce que tu n'aimes pas le beau temps, en fait. C'est pour ça. Ah, il y en a beaucoup Excuse-moi, c'est la pour ça, mais bon. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'avantage de hier, par contre, s'il n'y a pas à dire, c'est la météo. Il n'y a pas photo sur ça. Par contre, c'est vrai que l'envéoc, ça a été mes premières années, et c'est vrai que j'ai eu des excellents formateurs, des gens qui m'ont laissé un souvenir très fort, que ça soit justement des mécanos qui m'ont aussi expliqué le lynx ou des avioniques. Donc c'est vrai que c'est ma petite base de cœur parce que c'était mes débuts. Mais je pense que tout le monde est un peu pareil aussi quand ça se passe bien dans sa première affectation, on garde un petit goût de nostalgie. Mais après voilà, les bases ont toutes leur diversité et leurs points positifs aussi. Donc Alors désolé, on me fait remarquer sur le chat que la question d'Inès qui a le top vote n'a pas été posée, mais c'est parce qu'en fait elle est remontée au fur et à mesure et donc du coup je ne l'ai pas vue et en plus elle est hyper intéressante. Donc Inès, elle a 24 ans, elle est en M2 en marketing digital à l'IESEG et elle dit, la question qu'elle a, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui souhaitent se lancer dans le même parcours que toi? Qu'il n'y a pas à hésiter et que tout est possible et qu'être une femme, ça ne nous bloquera pas. Donc désolée Inès et merci à ceux qui m'ont fait remarquer que je n'avais pas posé. Donc merci Dylan qui m'a fait remarquer que je n'avais pas posé la question. Voilà. Merci infiniment Tiffaine pour tous ces éléments, pour nous avoir fait découvrir l'univers des marins du ciel, parce qu'on oublie, mais il y a des marins dans le ciel aussi. Donc voilà. Je vais te laisser le mot de la fin dans une toute petite minute. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a près de 400 ambassadeurs de la Marine nationale qui sont disponibles sur My Job Guesses et qui seraient ravis de continuer à échanger avec vous et à répondre à toutes les questions auxquelles que je n'ai pas pu poser ce soir. On revient demain sur mon compte LinkedIn dont mon équipe va vous donner le lien là. Merci Andrea, avec le replay de l'épisode de ce soir et toutes les questions qui étaient des questions beaucoup plus techniques ou beaucoup plus liées à des spécificités qui n'étaient pas celles de Tiffaine sur le recrutement et comment vous pouvez rejoindre la Marine nationale. Et puis pour vous dire aussi qu'on va faire une pause estivale et reprendre nos super webinaires à la rentrée pour découvrir toujours plus de métiers, toujours plus de marins qui vont venir vous partager leur métier et vous expliquer ce qu'ils font, leur parcours et vous donner envie de les rejoindre aussi. Donc moi j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes toujours très nombreux et ça nous fait plaisir. Et puis merci infiniment Tiffaine de t'être prêtée au jeu, d'avoir répondu à l'ensemble des questions de nos jeunes et puis nous avoir expliqué avec beaucoup de détails ton parcours, ton métier et puis toutes les possibilités aussi dans les autres spécialités que la tienne pour nous montrer en fait la diversité de ton métier. Le mot de la fin est pour toi, Tiffaine. En tout cas, c'était avec grand plaisir que j'ai effectué cette expérience. Et le petit mot de la fin, ça serait que voilà, l'aéronautique navale, c'est vraiment un cadre génial, des spécialités au top et une multitude de métiers possibles. Donc, n'hésitez pas, on a de quoi satisfaire tout le monde, toutes les envies et tous les caractères. Super. Et merci encore Tiffaine. Je crois qu'on a posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver le replay de tous les épisodes. C'est sur notre chaîne YouTube. Et d'ici une toute petite minute, on vous met le lien aussi pour que vous puissiez aller voir les replays des webinaires des anciens marins qui sont venus et qui se sont déjà prêtés au jeu. Donc voilà, vous avez les éléments là. Vous pourrez retrouver dès demain aussi le replay pour ceux qui n'ont pas pu participer. N'hésitez pas à leur pousser pour qu'ils puissent voir aussi le parcours impressionnant de Tiffaine. Merci à tous. Merci Tiffaine. À très vite. Bel été à vous toutes. Et on vous retrouve pour un nouvel épisode de À la découverte de la marine dès la rentrée prochaine. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.